Alors, avant de retrouver nos invités, je vous propose un petit détour par Belle-Île-en-Terre, dans les Côtes-d'Armor, où en 2014 a été créée une grainothèque, qui est aujourd'hui ouverte toute l'année. C'est un reportage de Jean-Pierre Livinec et Christian Paulet qui s'y étaient rendus à l'époque. Aujourd'hui, les passionnés du potager ont rendez-vous à la fête des graines. On regarde et on touche, on échange des graines et aussi des conseils. Ça c'est du triomphe de farci. Ouais. Donc celui-là est bien pour la conserve. Quoi. Oui. Mais autrement, pour manger frais, moi je préfère le pélandron. On vient chercher ici la possibilité de retrouver des graines ou d'avoir aussi des idées de semences adaptées à la région où j'habite maintenant et avec le plaisir de retrouver les goûts que j'avais dans le jardin de mes grands-parents. Ici, des centaines de variétés de légumes de toutes sortes sont échangées. Claude Guizoarn et son épouse cultivent de tout et sont autosuffisants alimentairement. Pour eux, c'est un retour aux fondamentaux. Dans notre monde, on consomme, on achète, on ne sait même plus pourquoi on achète et pourquoi on consomme. On a tendance à perdre pied dans ce monde-là où tout nous est fourni, où on ne fabrique plus rien. Quand on s'auto-alimente, on fabrique soi-même sa nourriture. Et derrière ça, il y a une idée d'indépendance, de liberté, d'échange. On redevient quelqu'un. Une prise de conscience individuelle mais aussi collective, car l'emprise des multinationales semencières qui brevettent le vivant en vendant aux paysans les graines que la terre leur a jusqu'à présent toujours prodiguées s'étend déjà à la planète entière. Des petites associations comme ça, des petits mouvements comme ça, je dirais que c'est quelque part, ce sont des luttes souterraines et où des multinationales ne peuvent pas avoir de contrôle là-dessus. Et parce que justement nous sommes très pacifiques, parce que ce sont des personnes tout à fait... n'importe qui peut produire sa graine. C'est encore ouvert. Et il faut garder cette énorme liberté. C'est un outil de combat très pacifique. Une grainothèque vient d'être installée à la disposition du public au centre régional d'initiation à la rivière pour qu'à Belle-Île-en-Terre, les échanges de graines puissent désormais s'effectuer tout au long de l'année. Alors, Michel François, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ces échanges de graines? Ah ben là, c'est formidable. Ça vous inspire, ça? Ah oui, tout à fait. On ira faire un tour. Vous ferez ça peut-être un jour à la ferme de Kerguelen? Vous nous avez parlé je ne sais pas. Effectivement, ce serait une bonne idée, mais je ne suis pas la mieux placée. Mais je pense qu'il y a déjà des producteurs qui font leurs semences, au moins 10% de leurs propres semences dans certaines organisations de producteurs. Oui. Alors vous, ce matin, vous êtes venu non pas pour nous parler de graines, mais pour nous parler de choux. Le mois dernier, vous étiez venu nous parler de l'artichaut. Oui. Cette fois-ci, en fait, c'est un brassicacé. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais on ne le connaît pas très bien finalement. On pense le connaître, mais on ne le connaît pas bien. Les choux, on ne les connaît pas très bien, effectivement. Et puis, c'est vrai qu'en étant sur Saint-Paul-de-Léon, eh bien, ça ouvre un petit peu. C'est quand même un des plus grands potagers de France. Et puis, effectivement, on avait parlé de l'artichaut très certainement, souvent en été, printemps-été. Là, le brassicacé, ça pousse plutôt en automne et pendant tout l'hiver. Sachant que maintenant, on peut avoir des choux tout au long de l'année. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de variétés qui sont adaptées donc, au climat et ça permet effectivement de suivre cette production tout au long de l'année. Alors, quand est-il arrivé à Saint-Paul-de-Léon? Est-ce qu'on peut dater à peu près Oui, alors à Saint-Paul-de-Léon, le chou, on pense qu'il est arrivé au 19e siècle. Il y a eu l'oignon d'abord, ensuite l'artichaut au 17e, la pomme de terre au 18e et enfin le brassicacé qui s'installe et pour longtemps parce qu'aujourd'hui, il y a probablement entre le Nord Finistère et les Côtes-d'Armor presque 20 000 hectares de choux plantés. Alors, est-ce qu'il y a un marché spécifique, comme il y avait un marché pour l'artichaut, on l'a vu? Oui, alors c'est vrai que cette fameuse place de Saint-Paul-de-Léon, le haut de l'évêché de Saint-Paul, là où il y avait un jardin à la française jusqu'à la Révolution, eh bien, on voit ici qu'il y avait 6 à 7 000 producteurs qui venaient vendre leurs choux sur cette place-là. Ce marché très couru, ils venaient parfois de loin et ils coupaient leurs choux, ils installaient tout dans les charrettes et à ce moment-là, c'était un marché de gré à gré et les expéditeurs venaient,
proposer un prix pour pouvoir acheter ces lots entiers de choux-fleurs. Alors, au niveau de l'expédition, il y avait une gare, il y avait quelque chose de spécifique? En effet, c'est vrai que le train arrive en 1883 à Saint-Paul-de-Léon, et à ce moment-là, il y a des ventes exponentielles, et donc on a recensé que, par exemple, en 1950, bien longtemps après, eh bien, quasiment 120 000 tonnes de légumes ont transité, sont partis de Saint-Paul-de-Léon. Il y avait plus de 50 agents SNCF et groupeurs qui, cette même année 1950, ont fait partir 18 000 wagons de légumes. Alors parfois, ça allait où? Ça allait justement dans plusieurs villes de France, dont un quai qui était plombé, dont les wagons étaient plombés sur Saint-Paul par ces mêmes agents et partaient directement en Allemagne. En Allemagne, d'accord. Il y avait une ligne directe, incroyable. Une ligne directe, ça représentait à la fin des années 60 presque. Donc là, je vais vous parler en ancien franc parce que les documents, donc à vous de faire. Ça représentait 1,5 milliard d'anciens francs auprès de la SNCF. C'était une gare qui était classée 3e classe, mais c'était probablement une de celles qui rapportait le plus en termes de chiffre d'affaires. Alors, elle n'existe plus aujourd'hui. Et pouvez-vous nous parler un petit peu de l'expédition et des emballeurs? Parce qu'il y avait des choses pas très catholiques qui se passaient à l'époque. Les emballeurs, effectivement, ils étaient assez nombreux. Je vous ai dit, il y avait 6 à 7 000 agriculteurs. Il y avait entre 90 et 130 négociants qu'on appelle expéditeurs. C'est un métier qui a toujours lieu aujourd'hui. Et eux s'assuraient déjà les 2/3 de la marchandise dont ils avaient besoin. À cette époque-là, ce sont les expéditeurs qui conditionnent chez eux dans leurs locaux. Lorsqu'ils arrivent sur la place du marché, ils font patienter les agriculteurs quasiment toute la journée pour enfin leur proposer le prix le plus bas possible. Les agriculteurs, à ce moment-là, ne pouvaient pas franchement se rebeller. Ils pouvaient être mis en quarantaine. Donc une quarantaine, c'était quasiment une saison, une bonne saison de choux. Donc il fallait un peu se plier, effectivement. Alors, et puis ils avaient donc les emballeurs pour pouvoir reconditionner donc de la charrette dans les caisses. Et ces emballeurs à qui les agriculteurs devaient donner un pot de vin pour que, effectivement, leurs légumes soient bien emballés. Un pot de vin qui portait bien son nom, puisque c'était 1 litre de vin. Exactement. C'est vin rouge. On va parler très rapidement des variétés. On va faire très vite. On va faire très vite. Le moins connu, c'est peut-être le chou kale, en fait. Le moins connu, c'est le chou kale. C'est vrai que dans les brassicacées, vous avez beaucoup vous avez les légumières, oléagineux, fourragères, condimentaires pour la moutarde. Mais dans les légumières, vous avez 5 sous-groupes, effectivement. Dans celui qui n'est pas connu, eh bien, vous avez des choux-feuilles. Ce chou-feuille, il est décliné aujourd'hui sous le nom de kale, mais c'est un chou vert frisé non paumé, et également le noir de Toscane, qui lui n'est pas frisé mais plutôt cloqué. Et il présente des avantages, des vertus nutritionnelles exceptionnelles, parce qu'il est vraiment doté de vitamine C, K, B, A, E, et évidemment un duo de potassium et de magnésium qui font que ça renforce le système immunitaire, et que si on mange au long cours ces légumes verts, eh bien on se protège de nombreuses maladies. Très bien, écoutez, le message est passé. On a bien compris, manger des choux cet hiver, c'est bourré de vertus antioxydantes et de vitamines. Voilà, merci beaucoup Michel. Ça vous fait réagir, Mimi, le chou? Et oui, j'apprends beaucoup de choses. Là, j'ignorais beaucoup de toutes ces variétés. Oui, ça me fait réagir. Mais le chou est très bon pour la santé. Ah oui, excellent. Brigitte, vous, de votre côté? Oui, c'est pareil, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, je connaissais le chou kale, en revanche. Je sais qu'il est beaucoup consommé aux États-Unis. Oui, il y a même apparemment une journée nationale du chou kale. Incroyable. Aux Pays-Bas également. Aux Pays-Bas, oui, ils en ont toujours consommé. Donc, pour eux, c'est quelque chose qui est très ancien. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors, avant